Bonjour à tous. Bonjour à tous, un peu de silence s'il vous plaît. Donc nous allons commencer. Donc j'ai vu mon abri Patrick Brunewald donc, qui a dû vous parler d'anatomopathologie. Moi je vais vous parler d'imagerie. Donc je dois vous traiter la radiologie du cœur sur en fait la radio de thorax. Comme ce n'est pas très utilisé, enfin c'est une technique qui est largement utilisée, mais les renseignements, dont les renseignements sont relativement faibles pour l'aspect du cœur, mais il faut connaître quand même cet aspect du cœur parce que dans de nombreuses situations, on détecte des anomalies sur cette radio de thorax qui est faite d'une façon tout à fait courante et je vais dire à titre systématique. C'était fait à titre systématique, c'est actuellement remis en cause par les services de radiologie notamment parce que justement on considère que c'est d'une rentabilité faible pour le cœur et voilà. Par contre, je vais profiter de cette introduction à l'anatomie via la radiologie de thorax pour vous parler d'une anatomie un peu plus utile dont vous allez avoir accès bien entendu largement grâce au scanner et à la résonance magnétique. Donc il y a des coupes à bien connaître parce qu'elles font l'objet déjà dans une pratique quotidienne, il faut reconnaître cette anatomie sur l'imagerie en coupe. Et puis, ça fait aussi l'objet de questions qu'on nous demande, de dossiers d'internat que vous allez bientôt avoir. Donc, effectivement, il faut se préparer à cela. Et puis, j'en profiterai aussi pour finir sur justement les nouvelles méthodes d'imagerie cardiaque. Donc, avoir quelques notions de vocabulaire et quelques notions de physiopathologie. Pourquoi l'imagerie est devenue si essentielle dans le monde de la cardiologie. Tout d'abord, un petit rappel physiologique. Vous avez, sur le plan physiologique, vous avez deux cœurs, alors que sur le plan anatomique, vous n'en avez évidemment qu'un seul. Il y a deux cœurs dans le sens où il y a deux circulations qui sont parallèles. Une circulation pulmonaire qui est à basse pression, et une circulation systémique qui est à haute pression, qui contient le sang oxygéné. Donc bien entendu, vous avez un système sophistiqué, c'est-à-dire que quand le ventricule gauche se contracte, la valve mitrale se ferme pour éviter le passage en arrière du sang vers l'oreillette gauche. Et bien sûr, vous avez à ce moment-là, par un jeu simplement de clapet et de régime de pression, quand la pression dans le ventricule gauche devient un tout petit peu plus élevée que l'aorte, à ce moment-là, la valve s'ouvre et elle va rester ouverte pendant toute la durée de la systole, le temps que l'éjection se passe. Et donc, le sang oxygéné va pouvoir rejoindre tous les différents parenchymes essentiels de l'organisme. A contrario, pareil, dans le système cave, vous avez un système cave supérieur-inférieur qui draine le sang désoxygéné dans l'oreillette droite. Ça franchit la valve tricuspide, que l'on va revoir tout à l'heure. Et puis lors de la contraction du ventricule droit, ce sang est chassé, désoxygéné, est chassé dans les artères pulmonaires. Là où il va se faire, donc dans les poumons, il va de nouveau s'oxygéner. Vous connaissez bien ça, n'oubliez pas les choses essentielles, c'est que vous avez un régime de pression systémique qui tourne autour dans les artères périphériques, qui tourne entre 70-80 en diastole et 120-140 en systole, alors que dans une circulation pulmonaire, le système est à basse pression. Donc anatomiquement, ça va tout de suite être franchement différent, parce que vous allez avoir un ventricule gauche qui va s'adapter, qui est adapté à ce système de haute pression, donc qui va être épais. L'épaisseur à l'anatomie, ça fait à peu près une dizaine, parfois même une douzaine de millimètres, mais quand il est sous pression, c'est-à-dire in vivo, sur un cœur battant, l'épaisseur est moindre, on va dire 8-10 mm. Alors que le ventricule droit, anatomiquement, sous pression, sous un régime de pression, distendu par le régime de pression, il fait à peu près 1 mm d'épaisseur. Donc vous voyez, il y a un rapport de 1 à 8 entre les deux ventricules. Alors, voilà encore ce système physiologique. Donc vous avez un seul poumon sur le plan physiologique, vous avez deux cœurs sur le plan physiopathologique, et vous avez donc le cœur gauche avec la circulation oxygénée et un cœur droit. Ici, je viens de vous montrer un petit peu cela, je peux passer. Donc, des rappels
anatomique. Ça, c'est ce qu'on appelle une photo d'un cadavre. Quand vous ouvrez simplement le cœur, hein, autrefois vous auriez eu une leçon d'anatomie, hein, comme voilà, maintenant vous l'avez d'une façon un peu électronique. Donc cette fameuse leçon d'anatomie du célèbre tableau que vous connaissez sûrement, aujourd'hui l'anatomie s'apprend, je veux dire, un peu bien sûr avec la dissection pour ceux qui veulent devenir vraiment chirurgiens, mais pour les autres, ça s'apprend essentiellement justement grâce à l'imagerie, parce que vous allez voir qu'avec des consoles, et quand vous serez dans des stages d'externes, allez, si vous avez l'occasion de passer dans les services de radiologie pour accompagner un passant ou que sais-je, passez un tout petit peu de temps, apprenez à vous servir des consoles, des images circulent, tous les malades circulent sur ce qu'on appelle les PACS. Donc ces stations sont assez faciles à prendre en main et vous avez un accès à l'anatomie en 3D absolument sublime. Donc vous avez évidemment un gain, je veux dire, pour l'apprentissage de cette anatomie qui est absolument fantastique avec les outils d'aujourd'hui. Donc profitez-en. Donc pour revenir à notre cadavre et les émois que cela suscite, quand on ouvre, évidemment, quand vous avez enlevé le sternum, la première chose que vous voyez du cœur, c'est en fait l'enveloppe qui entoure le cœur, qui est le péricarde. Et quand de nouveau on ouvre ce péricarde, ici vous avez le ventricule droit qui est ici avec sa graisse qui l'entoure, la graisse sous-épicardique qui entoure le cœur. Et ici vous devinez l'aorte. Et ici l'opérateur a écarté le péricarde. Voilà, et si on continue un tout petit peu plus, eh bien vous avez à peu près une image qui va un peu schématiser ce que vous obtenez, une image de face qui va schématiser ce que vous allez obtenir sur une radio pulmonaire thoracique de face. Donc vous avez ici les structures antérieures vont être les structures droites, vous avez l'oreillette droite qui est ici, le système cave, un tronc veineux innominé qui draine les veines sous-clavières, le tronc veineux innominé draine justement le système veineux des deux membres supérieurs, ça se jette dans une veine cave supérieure et la veine cave inférieure arrive par là, c'est deux structures verticales qui se jettent dans une oreillette droite. Et l'ergot que vous voyez ici, c'est un auricule, ce qu'on appelle l'auricule droit. Ici, le ventricule droit. Ici, un sillon qui est très important parce qu'il cache une artère essentielle pour le cœur, c'est-à-dire l'artère, c'est le sillon interventriculaire. C'est-à-dire ici, c'est le ventricule droit, le ventricule gauche. Et au milieu se situe une artère qu'on appelle artère interventriculaire antérieure. Et c'est une des trois artères essentielles du cœur que le chirurgien, de temps en temps, a peine à voir, tellement il y a de la graisse autour, pour faire un pontage notamment. Et ici, l'artère pulmonaire et l'aorte. Donc on va revoir ça progressivement et gentiment grâce à des images ici à droite d'IRM. Donc d'IRM, quand on coupe à peu près ici pour moi au milieu de mon thorax, schlack, comme ça, et bien vous avez ça à peu près, j'espère que je lui ressemble. Donc vous avez ici un ventricule gauche, une valve aortique en deux qu'on ne voit pas très très bien, ici l'aorte ascendante, ici le tronc artérielle brachio-céphalique. Ici, l'oreillette droite, on devine la veine cave inférieure, et ici, l'artère pulmonaire, le tronc pulmonaire. Ici, le ventricule gauche. Voilà. Alors, c'est... Mince. Je peux m'échapper 2 secondes de votre truc ou pas? Non. Bon, c'est dommage, c'est une vue 4D du cœur en scanner, où justement un scanner est donc avec un scanner on fait des acquisitions volumiques, donc ça prend de plus en plus, ça prend de moins en moins de temps. Dans la préhistoire, le scanner, c'est M. Hounsfield qui l'a inventé dans les années 65, ça fait des progrès constants, et au jour d'aujourd'hui, juste pour vous donner un bref rappel historique, quand nous avons ouvert en juillet 2000 l'hôpital européen Georges Pompidou, nous faisions coupe à coupe des images et ça prenait, vous voyez, il y a une quinzaine d'années, donc ça prenait 30 secondes pour couvrir un thorax. Aujourd'hui, nous avons une vieille machine de 2008 parce qu'on est dans des hôpitaux publics et c'est très difficile d'avoir du matériel moderne au passage, mais on a à peu près, on met 3 secondes pour couvrir un thorax. Et j'espère, là, nous avons lancé un appel d'offres pour avoir en 2016 une machine de dernière génération. Il vous faudra quasiment 1 seconde pour couvrir 40 cm de longueur. Il vous faudra à peu près
10 centimètres, 10 secondes, excusez-moi, 10 secondes pour couvrir de la totalité de la longueur d'un individu, c'est-à-dire depuis la racine des cheveux jusqu'aux orteils. Fini. Donc du coup, on peut injecter un produit de contraste iodé d'une façon un peu violente, avec un débit un peu plus élevé, pour avoir une forte concentration de contraste dans les structures vasculaires sanguines, dont le rôle va être d'atténuer le Leyrians X, et on va pouvoir faire une imagerie fantastique de la vascularisation, quelle que soit la localisation, et pour un prix d'irradiation qui va être modeste. Aujourd'hui, avec une machine de 2008, on irradie encore trop, on irradie à peu près 15 millisieverts, et dans un avenir proche, pour le même volume d'acquisition, 15 millisieverts pour un cœur, on fera une acquisition à un seul millisievert. On va faire 15 fois moins d'irradiation. Donc, avec impatience, ce nouveau système.